Pêche à la baleine, tu ne veux pas y aller? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc j'irais pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Va la pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer, démonté. Voilà le père sur la mer. Voilà le fils à la maison. Voilà la baleine en colère. Et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière. La soupière au bouillon. La mer était mauvaise. La soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise, Prosper qui se désole. Oh, à la pêche à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc que je n'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Et voilà la porte qui s'ouvre. Et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table. Une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable: dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Et voilà Prosper qui se lève, et regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Mais pourquoi donc que je dépecerai une bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. Elle jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare, et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Ah! Ah! Crie le cousin Gaston. Oh, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà Prosper qui prépare les faire-part, la mère qui prend le deuil de son pauvre mari, et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Et soudain, elle s'écrie: oh, mais pourquoi donc ai-je tué ce pauvre imbécile? Maintenant, les autres vont me pourchasser en motogodille, puis ils extermineront toute ma petite famille. Oh! Alors, éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve, en passant: Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez, la baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la, dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moins? Je suis faite pour vous plaire et n'y peut rien changer. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, mais oui, je ris aux éclats. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis là pour vous plaire, il n'y peut rien changer. Comment? Si j'ai aimé un homme, oui, un homme m'a aimé. Comme seuls les enfants savent aimer, aimer, aimer. Mais pourquoi ce questionnement? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Je vais vous raconter le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître renard sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître corbeau, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Oh, bonjour, monsieur du renard, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le renard ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec
et laisse tomber sa proie. Peu cher. Le corbeau s'est saisi et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. Le renard, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. Et à l'instant, je vous ai raconté l'histoire d'une baleine, c'est un texte de Jacques Prévert. Prévert, qui est un poète surréaliste du XXe siècle. Alors, je vais vous dire un texte de Victor Hugo, c'est le XIXe siècle, c'est les grands romantiques. Les romantiques et les surréalistes, ils disent la même chose, mais ils ne suivent pas le même chemin pour aller d'un point à l'autre. Victor Hugo, le crapaud. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était à la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flamme, en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel, bête ébloui, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Pourquoi la souffrance? Et pourquoi la laideur? L'eau miroitée, mêlée à l'herbe dans l'ornière. Le soir se déployait ainsi qu'une bannière. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli. Tout s'apaisait dans l'air, dans l'onde. Et, plein d'oubli, le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardez la grande auréole solaire. Un homme qui passait vit la hideuse bête, et frémissant lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme, une fleur au corset, vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. Bon, j'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme est asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse, l'aube dans les yeux, on a sa mère, on est des écoliers joyeux, oh, que faire? Sinon de torturer quelque être malheureux. Le crapaud se sauvait au fond du chemin creux. C'était l'heure où dans les champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Oh, tuons ce vilain animal, et puisqu'il est bien laid, faisons-lui bien du mal !» Et chacun d'eux riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant les trous de l'œil crevé, blessant les blessures. Le crapaud, effroyable à voir, il cheminait. On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, la sombre action empirait la misère. Il put leur échapper glissant le long des haies. L'ornière était béante. Il y traîna ses plaies, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sous les joues, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, et les grands et petits criaient « Viens voir Pierre, viens voir Michel, on va pour l'achever prendre une grosse pierre. » Un des enfants revint avec un gros pavé pesant, mais pour le mal aisément soulevé. Vous allez voir comment ça va faire. Or, à ce même instant, juste à ce point du jour, le hasard menait un chariot très lourd, tiré par un vieux âne, maigre, éclopé et sourd. Cet âne, harassé, boiteux, lamentable, après 2 jours de marche, approchait de l'étable. Tirait une charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Il avait dans les yeux, voilés d'une vapeur, cette stupidité qui est peut-être stupeur. Et l'ornière était creuse, et si pleine de boue, et d'un versant si dur, que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'âne allait géniant, et l'ânier blasphémant. La route descendait, et poussait la bourrique. L'âne songeait,
passif, sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant et la roue et le pas, se tournèrent alors et virent la charrette. Oh, ne mets pas le pavé sur le crapaud. La voiture descend et va passer dessus. C'est bien plus amusant. Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud et, triste, hélas, penché sur un plus triste, il sembla le flairer avec sa tête basse. Se força, se damné, se patient, fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et, roidissant sa chaîne et son licouille sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec lassitude, acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre le misérable. Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre, échappée à sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Laisse-le vivre, sois bon ». Victor Hugo, le mot. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdez. Tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos abus sont sûrs et que vous parlez pas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, cours, appelle lâché, bondit, part, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin. Il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, 2 bons subiférés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit. Rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau à la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant l'homme en face, lui dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. De Jean de La Fontaine, le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille.
et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Oh, il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos semblables y sont misérables, cancres, airs, pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré? Point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Oh, suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Et que me faudra-t-il faire? Oh, presque rien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Chasser ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Wow, le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce cela? Rien. Mais encore. Oh, peu de choses. Mais encore. Oh, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché? Mais vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il m'importe aussi bien que de tout votre pas, je ne vends aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et il court encore. Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Oh, oh justice! Oh juste ciel! On m'a pendu, on m'a assassiné! On m'a volé mon argent! Oh, 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 qui peut-ce être? Oh, oh qu'est-il devenu? Oh, oh, mon argent! Ou courir? Ou ne pas courir? Ah, ah, n'est-il point là? Ah, n'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh! C'est moi! Oh! Non. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Oh! Oh, 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 oh. Oh, hélas, mon pauvre argent, oh, mon cher ami. On m'a privé de toi. J'ai perdu mon support. Ma consolation. Ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans épée, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort.
suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Ou en m'apprenant qui me l'a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne, hein? Il faudrait qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait choisi l'heure et l'on a choisi le temps que je parlais à mon traître de fils. Allons, sortons. Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute la maison. À servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Hein? Ah. Oh, que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Et de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? Oh. De grâce, si vous avez des nouvelles de mon voleur, je vous supplie de me le dire. N'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons, vite, des commissaires, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. De Robert Desnos, La laide au bois dormant. Si vous allez à la chasse en automne, vous rencontreriez sûrement dans la forêt un cerf, un lièvre, un faisan. Oh, cela vous entraînerait loin sûrement. Au château de la laide au bois dormant, si vous allez à la chasse en automne. Vous éveilleriez la laide au bois dormant et vous lui direz « Oh, tu es bien laide, oh, si laide que nous partons. » Et vous croyez peut-être qu'elle en mourrait? Mais non, bien sûr que non, qu'elle n'en mourrait pas. Elle vous répondrait tout de go, de but en blanc, que ce n'est pas vrai. Et qui sait, peut-être aurait-elle un amant? Hein? Deux amants? Trois amants? Tout cela arriverait sûrement si vous alliez à la chasse en automne. Ô cerf, ô lièvre, ô faisan, allons à la chasse en automne, vite! Quand j'étais petite, haute comme 3 pommes, je parlais bien haut pour être une femme. Je disais, je sais, je sais, je sais, je sais tout. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, je dis alors là, je sais. L'amour, les hommes, les amis, l'argent et les fleurs. L'amour, je pensais en avoir fait tout le tour. Et malgré tout ce temps passé autour de cette terre, et je me demande encore comment elle tourne, je n'ai pas tout appris. Ce que j'ai appris au bout d'un moment, c'est que le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. C'est sûr, il fait très beau. Là, j'arrive à l'automne de ma vie, 68 coups qui vont sonner à l'horloge.
Je suis là à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge encore. Et je me dis que, à part les moments de tendresse qu'on n'oublie jamais, mais on oublie les moments de tristesse, heureusement, aujourd'hui, je sais une chose. Je sais qu'on ne sait jamais. L'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne saura jamais ni le bruit ni la couleur des choses. On ne sait jamais. Mais ça, je le sais. Je vais vous dire un texte un petit peu engagé politiquement. C'est un texte, c'est pour essayer de dissiper. Des fois, on va voter, puis on ne sait pas trop pour qui voter. Et là, le texte, si vous écoutez attentivement, il dissipe les incertitudes. Des fois, ça marche. C'est un texte qui n'a pas de titre, mais qui comporte en exergue cette phrase d'Arouet, dit Voltaire, « Soyons enfin clairs ». Les Ouménés de Bonada ont pour désagréable voisin les Diposes de Pomédée. Les Dibodis de Bonaris se sentent soit que les Diposes de Pomédée, soit que les Rijaboum de Carabibe pour amorcer une menace contre les Ouménés de Bonada. Après, naturellement, c'est allié avec les Bitules de Rotra, qui, après avoir, momentanément et par engagement secret, neutralisé les ribochettes de Billiguette, qui se situent sur le flanc du col vide de Belay, qui couvre tout le pays des Ouménés de Bonada et la partie nord-ouest du turritaire des Diposes de Pomédée. Au-delà du Proctus Ostibule. La situation, naturellement, n'est pas toujours aussi simple. Car les Ouménés de Bonada sont même traversés par 4 courants. Ce sont les deux Ouménés de Bonada, les Orodoménés de Bonada, les deux Ouménés de Bonada et les deux Bouloudéménés de Bonada. Ces 4 courants ne sont pas en fait des bases, et se contrecarrent et se subdivisent, comme on pense bien, suivant les circonstances. Si bien que l'opinion des Dovobo-Débomédés de Bonada n'est qu'une opinion moyenne. Et on ne trouverait pas 10 Dovobo-Débomédés de Bonada qui la partagent. Peut-être même pas 3. Quoique, certains acceptent de s'y tenir quelques instants pour la facilité, non certes du gouvernement, mais du recensement de l'opinion qui a lieu 3 fois par jour. Quoique pour certains cela soit trop, est-ce que pour d'autres cela est trop peu. Il y a également les opinions franchement d'opposition, en dehors des Dovobo des Bomédés de Bonada. Ce sont celles des Rodobo des Bomédés de Bonada, avec lesquelles aucun accord n'a jamais pu se faire. Sauf naturellement sur le droit à la discussion, dont ils usent plus abondamment que n'importe quelle autre fraction des Ouménés de Bonada, dont ils usent intarissablement. Venez Agnès, venez. La promenade est belle, Fort belle, le beau jour. fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'ai été au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 4 coiffes, je pense. Et 6 chemises aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue. Que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement... Monsieur, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre. Il n'a presque bougé de chez nous. Je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en aurez fait sans doute autant que moi.
Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, parce que je vis passer, sous les arbres d'auprès, un jeune homme, bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence, aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. J'en refais de même une autre en diligence. Et puis, d'une troisième, il repart aussi à l'instant. D'une troisième aussi, je repars à l'instant. Il vient, passe, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous ces tours fixement regardais, d'une révérence aussi, je lui rendais. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits, longtemps vous maintenir. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Suppôt de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un? Suis-je tout étonnée? Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vite du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, lui en avoir été cause? Sur lui sans y penser. Puis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce plus fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. En un mot, il languit le pauvre misérable, et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse en secours, c'est un homme, apporté en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine, et du mal qu'ils ont fait, être la médecine. Sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit, et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Vous l'aimerez sans doute, et direz comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, et me disait les mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler. Et de toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue, certain je ne sais quoi dont je suis toute émue. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il pas aussi quelques caresses? Tant il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf. Et il m'a Quoi? pris. Je n'ose. Plaît-il? Vous serez peut-être fâché contre moi. Non! Si! Mon Dieu, non! Je réponds votre foi. Ma foi, soit! Il m'a pris. Vous serez en colère. Non! Si! Non, 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 non! Diable que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris. Le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Oh, 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 oh. Passe pour le ruban. Mais je vous les apprends s'il nous a rien fait que vous baisez les bras. Comment? Et est-ce qu'on fait d'autre chose? Non pas. Mais enfin, apprenez que se laisser par lui à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison? La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. Et c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté et qu'en se mariant.
le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi tout promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me rebat ici. Est-il possible Oui, que vous me feriez aller? oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir, cela vous fait donc dire. Vous êtes bien contente, c'est ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là? Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu propre. C'est un autre en un mot que je vous tiens tout près. Quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, Dieu ne mettre au tombeau le mal dont il vous berce qu'avec lui désormais. Vous rompiez tout commerce. Hélas, il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage. Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi voulez-vous? C'est assez. Je suis maître, je pars, allez. Obéissez. Je suis venue vous dire que je m'en vais, et les larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais, je suis venue vous dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures, tu suffoques, tu gémis à présent qu'a sonné l'heure. Les adieux à jamais, oui, je suis au regret. Vous dire que je m'en vais, et je vous aimais, oui, mais je suis venue vous dire que je m'en vais, et les larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais, je suis venue vous dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures, tu suffoques, tu gémis à présent qu'a sonné l'heure, les adieux à jamais. Oui, je suis au regret de dire que je m'en vais, car on m'en a trop fait. Je suis venue te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais, je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures, tu suffoques, tu gémis, à présent qu'a sonné l'heure, les adieux à jamais. Oui, je suis au regret de dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais... Mon arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est une belle histoire du temps passé qui commença par un beau voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train. Et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en quatre temps, voyageurs toujours contents. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, et la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets.
La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en capotant par la pluie et le beau temps. Quand les chevaux, péniblement, avaient fait 30 kilomètres à l'hôtellerie du Cheval Blanc, on passait la nuit pour se remettre. Pour aller de Paris à Tours, il fallait bien au moins 10 jours. Évidemment, ça laissait le temps de se connaître amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en capotant, voyageurs toujours contents. Lorsque la côte était dure, ils descendaient de voiture et poussaient allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le beau monsieur faisait les 12 yeux à la belle, tandis que le curé se disait, ça y est, ces deux-là, je vais les marier. La petite diligence sur les beaux chemins de France arriva enfin à temps, et c'est un roman d'amour. C'est toujours pareil en France, mis à part les diligences. Quand on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager. Vite encore! Eh ben, merci de votre présence, de votre écoute. Et nous avons le plaisir de vous présenter ce petit spectacle autour de Victor Hugo, Prévert, Jean Gabin et d'autres. Et Molière. Et Molière, car c'était l'anniversaire des 400 ans de Molière pour rendre hommage avec Harpagon et l'École des femmes. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés avec Christian Baron, Anthony, c'est Francis Dubois et Gérard Duval. Agathe. Simon. Agathe Simon. Le spectacle vous a plu et merci beaucoup. À bientôt.